L'Assemblée législative de transition a voté une loi qui retire de la privatisation le Bureau des mines et de la géologie du Burkina, Bumugeb, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, Sonabi, et le Centre de contrôle des véhicules automobiles, CCVA, pour des raisons stratégiques. Cette loi d'initiative gouvernementale a été adoptée à l'unanimité des 70 députés afin de renforcer le contrôle de l'État sur les secteurs stratégiques. Cela va permettre donc au gouvernement, d'abord à ces trois entreprises-là, d'être sous la coupole totale du gouvernement. Et cela aussi rentre dans le cadre, en termes d'acquis, de l'affirmation de la souveraineté économique au niveau du gouvernement. Donc à travers le retrait de ces entreprises. Pour le Bureau des mines et de la géologie du Burkina, le mode de privatisation retenu par l'État est la restructuration de la société par le transfert d'une partie de ses missions au privé. La loi déprivatise le CCVA, dont les parts sont détenues à 51% par le privé, et maintient la Sonabi dans le giron des entreprises publiques. Lors du débat général, les députés ont porté leurs préoccupations essentielles sur l'incidence financière de ce choix gouvernemental et le bilan du processus de privatisation au Burkina Faso. Ce qui concerne donc le CCVA, les démarches vont donc être entreprises avec l'entreprise Burkina Control qui détient actuellement 51% des parts. Et tout ce qu'il y a comme donc démarches juridiques, tout ce qu'il y a comme négociation donc va être entrepris avec Burkina Control pour aussi les questions d'évaluation et tout, pour qu'on aboutisse donc à terme à la finalisation du processus. Le président de l'ALT a dans l'ensemble salué les efforts du gouvernement en matière de sécurisation du territoire, de prise en charge des personnes déplacées internes, de réduction de train de vie de l'État, entre autres. Il a par ailleurs encouragé l'exécutif à développer les secteurs primaires et secondaires. C'est une crise humanitaire sans précédent qui touche le Burkina Faso. Au moins 6 300 000 personnes ont besoin de protection. Les attaques terroristes récurrentes ont exacerbé les besoins humanitaires, selon Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. La situation au Burkina Faso est critique selon nos collègues humanitaires, avec une crise sans précédent qui touche 6,3 millions de personnes qui ont besoin d'une assistance humanitaire et une protection. En collaboration avec nos partenaires, nous appuyons les efforts du gouvernement pour répondre aux besoins urgents de la population. Jusqu'à présent, cette année, les organisations humanitaires ont aidé plus de 730 000 hommes, femmes et enfants à travers le pays dans le cadre du plan d'intervention humanitaire. C'est un début positif, mais cela ne couvre que 19% des 3,8 millions de personnes que nous devons aider. À mi-parcours, le plan de réponse humanitaire pour 2024, estimé à 935 millions de dollars, n'est financé qu'à hauteur de 17%, soit environ 157 millions de dollars. D'après l'OCHA, plus de 5 700 écoles et près de 350 établissements de santé ne sont pas opérationnels à cause de l'insécurité, privant ainsi plus de 800 000 enfants d'une éducation. 36 km, c'est la distance qui reste pour finaliser la démarcation de la frontière terrestre Cameroun-Nigeria, une frontière longue d'environ 2100 km. Les opérations entamées en novembre 2002 sous l'égide du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et qui devraient être achevées connaissent un blocage en raison de désaccords sur 3 zones. La 6e session extraordinaire de la commission mixte Cameroun-Nigeria visait à régler ces désaccords. L'entente a été reportée. Mission a été assignée à la sous-commission démarcation au sein de la commission de proposer aux 2 gouvernements des solutions d'ici septembre 2024. L'ONU a espoir d'une finalisation du processus de démarcation d'ici fin 2025. La commission mixte a entre autres chargé la sous-commission de démarcation de réexaminer les conclusions des parties dans les 3 zones de désaccord en suspens en tenant compte des paramètres de l'arrêt de la SCIG, de la carte et des autres enregistrements des zones qui permettront la résolution de ces 3 zones. Pour rappel, les désaccords sur la pose de bornes concernent des villages qui devraient se trouver en territoire camerounais, mais qui abriteraient des populations nigérianes, notamment à Rumsiki, Tourou, Kocha. Depuis 2002, environ 2466 bornes ont officiellement pu être posées tout le long de la frontière Cameroun-Nigeria, sur un total de 2700 bornes. Pour le Nigeria, à la fin de la délimitation de la frontière, il ne devrait y avoir ni vainqueur ni vaincu. Une nouvelle session de la commission mixte devrait être organisée à Yaoundé, après entente sur tous les derniers points à régler. On part d'ici de Yaoundé avec une certitude
que nous sommes en bon chemin pour la conclusion de notre travail. Et on va se préparer aussi pour la prochaine session de cette commission mixte quand le travail de la commission de démarcation termine son travail. I am certain that very soon, je suis certain que très bientôt, cette affaire sera derrière nous, de manière à montrer qu'il s'agit d'une situation où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. that it is a situation of no victor, no vanquish. Avec la décision de la CIJ du 10 octobre 2002 sur le règlement du différend frontalier Cameroun-Nigeria, les deux pays ont aussi pu travailler avec des partenaires étatiques sur un projet d'accord d'exploitation conjointe des hydrocarbures à cheval sur leurs frontières maritimes. Cet accord figure aussi parmi les dossiers en instance pour impulser leur coopération. L'exécutif congolais a approuvé l'augmentation du salaire minimum national pour accorder un plus grand pouvoir d'achat aux citoyens. La décision a été prise lors du Conseil des ministres tenu le même jour. Le salaire minimum national a été fixé à 70 000 et 50 000 kwanza pour les micro-entreprises et les start-up. Nós devemos, ao Estado cabe fixar o salário mínimo. C'est l'État qui fixe les salaires minimums par rapport aux moyens disponibles qui ne déforment pas le secteur des affaires. C'est pourquoi nous avons eu un dialogue tripartite qui a été entendu. Les employeurs doivent appliquer la nouvelle mesure. Selon l'exécutif, l'approbation du salaire minimum national sert également à protéger les niveaux d'activité économique, d'emploi et de formation et à consacrer plus de flexibilité dans la fixation des salaires minima par l'industrie, secteur d'activité économique et groupes économiques aux moyens accords collectifs en tenant compte du niveau de spécialisation, de production et de stade de développement de ceux-ci. Toutes ces entreprises qui ont du mal à pouvoir payer les salaires minimums doivent informer. Si les entreprises ne sont pas en mesure de payer, nous pouvons exceptionnellement autoriser le paiement en dessus de ces nouvelles valeurs pour ne pas avoir des personnes au chômage. Le décret présidentiel examiné lors de cette session ordinaire du Conseil des ministres, en présence du président de la République d'Angola, Joao Lourenço, stipule qu'après 12 mois, à compter de la date de son entrée en vigueur, le montant passera à 100 000 kwanza. Rappelons que le salaire minimum national était fixé auparavant à 32 000 kwanza. À Djibouti, lors de la célébration du 47e anniversaire de l'indépendance, le président Ismaël Omar Guelleh a souligné l'importance comme symbole de l'unité nationale et point de départ du développement économique. Le chef de l'État a réitéré que cette journée marque à la fois l'apogée de la lutte contre la libération du pays et le début du développement économique. Le 27 juin est pour tous les Djiboutiens une journée de communion nationale sous l'ombre de notre drapeau. Une journée où nous laissons éclater toutes nos émotions pour exprimer notre sentiment patriotique. Ce 27 juin a été en même temps un aboutissement de la lutte pour notre émancipation et un point de départ pour le développement économique de notre jeune nation. Le chef de l'État a également rappelé que cette journée marquait le point culminant de la lutte pour la libération de Djibouti du colonisateur français, un événement qui a brisé les pronostics selon lesquels le pays ne pourrait pas survivre. Ils ont surmonté ensemble tous les obstacles et toutes les épreuves. Ils ont commencé par déjouer tous les pronostics qui certifiaient que leur pays n'était pas viable. Ils ont fait de l'unité nationale un rempart infranchissable contre les démons des divisions communautaires. Abordant la situation régionale, le président Guelleh a exprimé ses préoccupations face aux turbulences affectant les économies des pays voisins. Il a réaffirmé l'engagement de Djibouti en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. Djibouti ne peut pas être indifférent à cette situation. C'est pourquoi nous déployons tous nos efforts diplomatiques en mettant en œuvre nos offres de médiation pour pacifier notre région.
célébrations de la fête nationale ont inclus un défilé militaire à Balbala, démontrant les moyens techniques et humains des forces armées djiboutiennes. Le président a rendu hommage aux martyrs de l'indépendance en déposant une gerbe de fleurs au mausolée du martyr de l'esplanade du Palais du Peuple. Sous une température de 40 degrés, ces réfugiés soudanais arrivent au Soudan du Sud. Ils ont dû parcourir plusieurs kilomètres dans des conditions difficiles pour fuir la guerre civile qui sévit dans leur pays depuis plus d'1 an. Mais ici, la situation n'est pas meilleure. Selon les experts, 755 000 personnes sont menacées de famine dans les mois à venir et le risque de malnutrition augmente chez les enfants. La santé de mes enfants a été gravement affectée. Certains ont même arrêté de grandir. Avant la guerre, on pouvait observer différents stades de croissance chez les enfants pendant 6 mois ou 1 an. Depuis que la guerre a éclaté, les enfants ont non seulement cessé de grandir, mais ils sont devenus plus chétifs. Dans l'état du Darfour du Nord, au Soudan, la situation est tout aussi alarmante. L'intensification des combats ralentit l'acheminement de nourriture. Après 14 mois de conflit, 8,5 millions de personnes sont confrontées à des pénuries alimentaires extrêmes dans le pays. Nous sommes engagés dans une course contre la montre, non seulement pour disposer des ressources suffisantes, mais aussi pour être en mesure de fournir ces ressources aux personnes qui sont au bord de la famine. La moitié du pays est en situation d'insécurité alimentaire grave. Si nous parvenons à accéder au financement et à le distribuer, nous serons en mesure de mettre fin à l'insécurité alimentaire. Largest hunger crisis. We are looking at half of the country. Over 25 million Sudanese are categorized as... En 2023, le Soudan du Sud a sombré dans le chaos lorsque des tensions entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide commandées par le général Mohamed Hamdan Dagalo dit Hemeti ont débouché sur des combats ouverts dans la capitale Khartoum et dans d'autres régions du pays. Un conflit aux conséquences dévastatrices qui a fait plus de 14 000 morts et 33 000 blessés selon les Nations Unies. Cette guerre civile a aussi contraint 11 millions de personnes à fuir le pays.